Bien, bonjour. Merci beaucoup de votre accueil. Il n'y a pas de catastrophe climatique et il n'y a aucun effort à faire. Par cette double provocation, je veux dire deux choses que je crois importantes. D'abord, que si le réchauffement climatique est évidemment bien réel et extrêmement grave, il est néanmoins le moindre de nos problèmes. Se focaliser sur une décarbonation de l'économie n'a essentiellement aucun intérêt et rate les véritables enjeux civilisationnels qui sont les nôtres. Ensuite, et c'est peut-être la seule et unique bonne nouvelle de mon élocution, je veux signifier que ce qui résoudrait la crise du sens est exactement ce qui permettrait d'endiguer l'effondrement écologique. Nous pourrions être à la fois plus heureux et plus durables. Mais il faudrait être un peu moins bête. Et c'est en cela que je conteste la nécessité du moindre effort. Le mot est inapproprié. Ce qui importe à mon sens vitalement aujourd'hui, presque à l'exclusion de toute autre chose, c'est de repenser notre symbolique, notre mythique et notre poétique. Les astuces technologiques que nous adorons inventer n'ont absolument aucun intérêt. Faire utilement son métier de chercheur ou de chercheuse ne consiste plus à essayer de résoudre un nouveau problème ingéniérique, mais tout au contraire, me semble-t-il, à souligner la contingence de nos constructions et à redessiner l'ossature du réel. Alors, je découpe cela en quelques points nodaux. Premièrement, les faits. Vous le savez, en quelques millénaires, nous avons éradiqué les 2/3 des arbres. En quelques décennies, nous avons éradiqué les 2/3 des mammifères sauvages. Et en quelques années, nous avons éradiqué les 2/3 des insectes. C'est fait. La majeure partie des points dits de non-retour a déjà été atteinte. Sur les 9 limites planétaires qui ont été identifiées il y a une quinzaine d'années, 6 sont d'ores et déjà franchies. Les espèces disparaissent aujourd'hui à un rythme 1000 à 10 000 fois plus élevé que la normale. La pollution tue chaque année en Europe environ 800 000 personnes. Seuls 20% des terres émergées ne sont pas drastiquement artificialisées. L'océan de plastique, dont la taille avoisine le triple de la France, est toujours en augmentation massique exponentielle. Les forêts tropicales sont tellement abîmées qu'elles ne jouent plus leur rôle de puits de CO2, mais commencent à en émettre plus qu'elles n'en absorbent. La moitié des arbres plantés pour la ridicule compensation carbone ne survivent pas. L'eau de pluie sur Terre est devenue impropre à la consommation. L'Université de Chicago a publié il y a peu une étude montrant que les particules fines avaient réduit l'espérance de vie mondiale de plus de 2 ans et tué statistiquement davantage que l'alcool, dont vous connaissez les ravages. Il y a peu de temps, on apprenait que les forêts de la Méditerranée allaient bientôt se transformer en steppes désertiques, et en ce moment même, pendant que je vous parle, environ 990 mégafeux se déroulent au Canada, semblent incontrôlables, donnant lieu à des émissions de dioxyde de carbone qui ont déjà généré plus du double du record, bien que nous ne soyons pas encore entrés dans la saison des feux. Accessoirement, parce que de cela on vous parlera très peu, des milliards, sans doute des millions de milliards d'êtres vivants sensibles meurent brûlés vifs dans des souffrances indescriptibles lors de ces incendies. Il y a quelques jours, j'étais chez mes parents en Normandie et je regardais le journal télévisé, c'est une activité à laquelle je ne m'adonne plus moi-même depuis bien longtemps, et j'apprenais que les fous, il n'y a je crois pas d'autre mot,
envisageait maintenant de piller plus encore les fonds marins, arguant que personne ne les habite, pour y trouver les métaux rares qui sont utiles en particulier aux batteries permettant la transition écologique. Aucune limite à la stupidité et à l'indécence, manifestement rien ne sera épargné. Denis Meadows, dont vous parlera tout à l'heure mon ami Cédric Villani, l'auteur du célèbre rapport du MIT de 1972, a récemment déclaré « De tous les scénarios envisagés, c'est manifestement celui de l'effondrement qui a été choisi. » Le fait est qu'il n'est pas nécessaire de cumuler les doctorats ou les médailles Fields pour comprendre que la courbe des prélèvements ne peut pas, c'est factuel, comme la loi de Newton ou la loi d'Ohm, demeurer au-dessus de celle des ressources écosystémiques. Mais ce n'est qu'un petit bout du problème, et je vais y revenir en détail. Deuxièmement, les causes. Nous les connaissons, n'est-ce pas? Interruption des cycles biogéochimiques, acidification des océans, pollution, artificialisation des terres, destruction des habitats, surexploitation des ressources, réchauffement climatique, prolifération d'espèces invasives introduites par les humains. On mentionne souvent également la chute de la biodiversité. C'est vrai, et c'est probablement le pire du point de vue de la gravité des conséquences pour les humains. Mais je me refuse à voir cela comme une cause. La chute de la vie, ce n'est pas une des origines du problème, c'est le problème, en tant que tel. Nous irons plus loin, mais notez-le déjà, le climat, quant à lui, n'est qu'un petit aspect du cataclysme. La crise est systémique et plurifactorielle. Rien ne saurait être plus naïf et erroné que de croire que notre seul grand problème cardinal est le réchauffement climatique. Même sans un seul degré de réchauffement climatique, sans un seul degré de réchauffement et sans un gramme de CO2 émis, nous demeurerions dans la 6e extinction massive. Autrement dit, face à l'une des pires situations de l'histoire de la vie sur Terre. Pourquoi alors cette surfocalisation sur le climat? Parce que cela, me semble-t-il, fait perdurer un peu plus cette illusion délirante suivant laquelle nous serions face à un problème technique qui aurait une solution technique. Parce que c'est tout ce que notre société de technocrates sait, hélas, aujourd'hui penser. Vous connaissez l'adage de Maslow, que je paraphraserai ainsi: quand on a la tête en forme de marteau, on voit tous les problèmes en forme de clou. Nous en sommes là. Nous sommes tellement ensorcelés, je pèse mes mots, à la technique, que nous ne parvenons plus à raisonner au-delà de son horizon. Prométhée est à la fois déchaîné et aliéné. Troisièmement, les vraies causes. Parce qu'effectivement, ce que je viens d'énoncer, en réalité, ce sont déjà des conséquences. Première remarque, nous ne les traitons pas, ces conséquences. Les COP se succèdent avec un effet dérisoire. Deuxième remarque, quand bien même nous le ferions, j'entends de traiter ces conséquences, cela reviendrait à peu près à diriger l'extincteur sur le sommet des flammes ou à traiter un cancer généralisé avec du paracétamol. Ça marche, mais pas longtemps. Le point essentiel, fondamental et pourtant presque trivial est ailleurs. La question est, que souhaitons-nous vraiment? C'est aussi simple que ça. Nous raisonnons actuellement, nos dirigeants et dirigeantes raisonnent actuellement comme s'il était évident qu'élever nos enfants aux vidéos TikTok et les nourrir aux produits Carrefour dans un monde de béton et de machines était évidemment souhaitable. Et nous cherchons uniquement comment poursuivre encore un peu, mais en émettant moins de CO2 parce que nous sommes des gens bien,
et conscientisés. C'est insensé. Nous sommes endoctrinés et dépendants au point de ne même plus imaginer que cette drogue est intrinsèquement mortifère, de façon indépendante de ses effets sur le climat ou les plantes. Ce n'est même plus la question. Je veux dire que construire une dystopie, ce n'est pas seulement intenable, c'est surtout méprisable. Pourquoi invente-t-on un monde qui serait émétique même s'il était durable? Nos téléphones portables nous espionnent. Certes, ça consomme de l'énergie, mais honnêtement, ce n'est pas la question. Quand bien même le bilan carbone serait nul, serions-nous ici tous et toutes heureux ou heureuses que Google connaisse tout de notre vie et que, comme cela vient d'être autorisé par le Sénat, la police puisse maintenant activer les microphones et caméras de nos téléphones à notre insu? Est-ce une bonne nouvelle indépendamment du CO2? Regardez l'univers vulgaire et violent, sans étoiles et sans paroles, que nous préparent Elon Musk et ses sbires. L'homme le plus riche du monde est donc le grand gagnant du Monopoly mondial. Le problème qui se joue ici, ce n'est pas, je le dis une dernière fois, la pollution ou le CO2 de ces satellites. C'est que c'est intrinsèquement répugnant, ou ces implants dans le cerveau qu'ils préparent pour se connecter directement aux machines, ces vaisseaux spatiaux privés, ces réseaux sociaux dérégulés. C'est cela en soi qu'il faut combattre, et non pas les hypothétiques ou éventuelles externalités négatives. Quatrièmement, l'intenable. Il commence à être compris qu'une croissance illimitée n'est pas possible dans un monde fini. Waouh, ça ne demandait pas de très grands scientifiques pourtant. Quiconque connaît un peu les fonctions exponentielles voit que changer les normalisations, par exemple avec des petits efforts, ne change pratiquement rien au moment où les seuils sont dépassés. Or, notre monde regorge de fonctions exponentielles. Souvenez-vous, la terminale, il suffit d'avoir une variation de grandeur qui est proportionnelle à la grandeur elle-même. Et c'est presque toujours le cas. Autrement dit, les petits efforts ont un effet essentiellement nul sur le moment où nous franchissons les seuils. On sait en physique que le temps de vie d'un système en croissance exponentielle est typiquement de l'ordre de 2 à 3 fois le temps de doublement. Dans notre cas, le temps de doublement est de l'ordre de 30 ans. 3 fois 30 ans, ça fait un siècle. Vous voyez donc que l'analyse physique la plus triviale de la durabilité de notre civilisation concorde avec les analyses plus fines, biologiques ou climatiques. La caducité de notre monde peut se voir de multiples autres manières. J'ai déjà cité il y a quelques minutes le fait que la courbe des prélèvements outrepasse celle des ressources et le fait que les seuils sont dépassés. Mais on pourrait aussi ajouter que les stocks d'énergie s'épuisent. Ce dernier point est particulièrement intéressant à scruter un instant. D'abord, à l'échelle globale, vous savez, j'espère, que l'énergie, ce sont les fossiles. Et vous savez aussi que lorsqu'une nouvelle énergie est découverte, elle ne supplante pas les autres. Elle s'y ajoute. Et vous savez enfin que depuis qu'on commence à parler, et même à parler beaucoup, de crise écologique, l'énergie dont l'usage a le plus augmenté est le charbon. Ensuite, ce qui est quand même un peu important, on vient vraisemblablement de passer le peak oil, ce qui signifie qu'il reste vraisemblablement à peu près la même quantité que ce qui a été utilisé jusqu'à maintenant. Donc, ça va commencer à décroître, qu'on le veuille ou non. Et là, 2 choix s'offrent à nous. Le premier, c'est de ne rien changer, de demeurer ensorcelé à la croissance, c'est-à-dire à l'énergie, donc à sucer le pétrole jusqu'à la dernière goutte. Et là, nous serions face, bien sûr, à une double catastrophe. Catastrophe écologique, parce qu'il en reste assez
pour qu'on se place sur le pire scénario du GIEC, avec des conséquences vraisemblablement inimaginables. Pensez bien que nous avons affaire ici à des effets non linéaires. Ça signifie qu'une cause 2 fois plus grande n'aura pas une conséquence 2 fois plus grande, mais peut-être 1000 ou 10 000 fois plus grande. Cette non-linéarité est littéralement imprévisible dans ce qu'elle engendrera. Et en parallèle donc de cette crise, c'est un euphémisme, écologique, se déploiera vraisemblablement une catastrophe géostratégique, car une décroissance non souhaitée, c'est toujours le type d'ambiance politique dans lesquelles naissent les génocides et les dictatures, pour ne pas parler des guerres. La seconde possibilité, ça serait de s'inspirer pour une fois des artistes, autrement dit, d'user de la contrainte pour créer. Pour créer d'ailleurs parfois des chefs-d'œuvre. Et c'est exactement cela qui ferait sens, que réveillé par cette factualité, l'épuisement des fossiles, nous comprenions que le chemin sur lequel nous nous étions engagés était non seulement impraticable, parce que c'est la vérité, mais qu'il était surtout non souhaitable. Et c'est cela qu'aucun de nos politiques n'a commencé à comprendre. Nous pourrions alors inventer un ailleurs radical, sans nostalgie et sans aigreur. Parce que, je vous assure, croyez-moi, j'en ai fait l'expérience, vivre sans Twitter, même rebaptisé X, c'est tout sauf un effort. C'est un peu une renaissance. C'est un petit geste libérateur contre la mesquinerie, la hideur veule et la vacuité sale. Cinquièmement, ChatGPT. Oui, parce que tout ce que je vous raconte là advient, n'est-ce pas, sur fond de généralisation de la dite intelligence artificielle, IA. Là encore, soyons clairs. La question n'est pas de savoir s'il faut ou non décarboner l'intelligence artificielle. Personnellement, je m'en fous. La question est de savoir si nous souhaitons que des algorithmes qui n'ont rien d'intelligent produisent pour nous un réel prévisible, normé, calculé, sans exubérance et sans protubérance, adapté à la surveillance de masse et formaté à la rentabilité. Voulons-nous que les publicités soient ciblées pour décupler nos addictions, que les contenus pseudo-informationnels soient choisis pour conforter nos convictions, que nos curriculums vitae soient lus par des machines, que la finance mondiale, qui nous gouverne déjà dans une large mesure, soit régie par des programmes dont plus personne, y compris leurs créateurs et de leur propre aveu, ne comprend les rouages, que nos désirs soient anticipés afin qu'aucune excursion hors des attendus ne puisse advenir, que nos assurances et autres vulnérabilités soient calculées en fonction de probabilités objectivées. Autrement dit, l'IA vous dira que si votre père est mort d'un cancer, vous paierez plus cher, parce que votre probabilité de mourir est, pardonnez-moi, plus élevée. Magnifique. Indépendamment donc des liens, bien réels pourtant, entre l'intelligence artificielle et la destruction des écosystèmes, ainsi qu'avec le néocolonialisme. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est vrai. Ma question est, cette intelligence n'est-elle pas, en tant que telle, et indépendamment de tout cela, une gigantesque bouse? Et comme toujours, dans ces situations, interroger le bien-fondé de notre nécrophilie numérique est assimilé par nombre de spécialistes à un obscurantisme. Sincèrement, je crois que la bouffonnerie a assez duré. Et surtout, qu'on ne nous dise pas que l'intelligence artificielle pourrait apporter des solutions aux problèmes. Elle est le problème. Elle aura, dit-on, quelques effets positifs ici ou là. Oui, bien sûr, comme tous les produits cancérigènes ont quelques effets positifs ici ou là. L'argument est la médecine alors. La médecine, elle en bénéficiera de l'intelligence artificielle. C'est le point Godwin de la techno-débilité. Appelons-le le point barreau, si vous voulez, parce que Godwin n'y est pour rien en l'occurrence.
On pourrait justifier n'importe quel délire ingéniérique globalement délétère au motif qu'il pourrait avoir quelques bénéfices en médecine. C'est fondamentalement inepte. Si on rase toutes les forêts du monde à la recherche de nouvelles molécules thérapeutiques, je vous jure qu'on aura quelques informations pertinentes pour la médecine. Et 3 ans après, on sera tous morts. Super. Sans compter que le caractère intrinsèquement non disruptif de l'intelligence artificielle ne peut, par essence, rien pour nous. Ce n'est pas elle qui nous dira si l'on préfère un casque de réalité virtuelle ou une balade dans une forêt réelle. Alors, la dernière pitrerie en date, vous la connaissez, nous la connaissons tous, c'est ChatGPT. Un agent conversationnel. Un programme débilos, donc, qui permet de compléter les phrases en utilisant une approche statistique fondée sur les contenus ingurgités sur Internet, de façon à trouver la suite la plus probable en singeant l'écriture humaine. Waouh! Quelle merveille! C'est magnifique. Vous vous rendez compte du niveau d'insipidité de ce qui nous enthousiasme, alors que la vie, le magique, le merveilleux sont en train de mourir autour de nous. Au-delà du caractère littéralement ubuesque de ces tartufferies, je crois qu'il faut comprendre que quelque chose d'assez grave se joue en réalité ici, même dans la frivolité d'un ChatGPT, parce que c'est une double trahison de la référentialité. Soyons sérieux un instant. Tout le langage, n'est-ce pas, est fondé d'une part sur une référence au réel, d'autre part sur une référence à l'auteur ou à l'autrice. Or, ChatGPT et consorts ne contient ni concept de vérité, ni chaîne symbolique. Ce sont donc des mots sans attache. Autrement dit, le contraire littéralement de la fondation de l'idiome. C'est une sorte de méta-vacuité. Lire un texte produit par ChatGPT, c'est un peu faire l'amour avec une poupée gonflable. Tout y est, sauf l'amour. C'est dommage. Sixièmement, les mots. Ne nous laissons pas voler les mots. Je veux dire, non seulement contre les algorithmes conversationnels, mais aussi contre les menteurs et les cerbères de l'immobilisme. Dans une certaine mesure, c'est déjà trop tard. En même temps, au jeu de la création et de la poésie, nous allons pourtant gagner. On ne peut que gagner, parce que leur langue est nécrosée, parce qu'au défi de la vie, ils ont de toute façon perdu d'avance. J'ai par exemple parlé tout à l'heure de croissance, sans fin. On l'a niant. Croissance sans autre qualificatif référerait donc manifestement, implicitement, à la croissance du produit intérieur brut. C'est démentiel, en fait. C'est d'une extrême violence intellectuelle. La croissance autorisée, et même souhaitée, celle de ce qui compte, en réalité, celle de l'amour, de l'amitié, de l'intelligence, de l'inventivité, des poèmes, des équations, des symphonies, des sourires, du rap, du slam, elle n'aurait donc plus droit au mot de croissance. Moi, je suis pour la croissance, pour la bonne, pour la vraie, pas celle de la techno-délinquance. Nommée croissance, celle du PIB, ce qui relève en réalité d'une atrophie de notre puissance d'être, est une aberration sémantique. De même pour le mot progrès. Pensez à la 5e génération de téléphonie mobile. Mais rassurez-vous, la 6G est déjà presque prête. Quand cette dernière, la 5e, fut interrogée dans son bien fondé, le président du MEDEF s'est ému que certains de ses concitoyens soient contre le progrès. Mais, cher monsieur, je vous dénie le droit de nommer progrès un gadget techno-zinzin qui améliore les flux Twitch, mais dont les conséquences en termes de pollution,
d'émissions de gaz à effet de serre et d'addiction sont littéralement dévastatrices. Il faut se réapproprier les mots. Les foufous du code ne travaillent pas au progrès. C'est exactement l'inverse. Ils et elles sont fondamentalement régressives. Accord de proximité. Autre mot doublement mutilé. La radicalité. D'abord parce que, étymologiquement, comme vous le savez, radicalité signifie précision. C'est mélioratif, pas péjoratif. Et ensuite parce que même au sens commun, au sens usuel, celui, si vous voulez, d'intransigeance, ne serait-il pas souhaitable d'être effectivement intransigeant dans notre lutte contre la fin du monde? Personnellement, je suis radicalement contre la torture. Dois-je en avoir honte? C'est bien, la radicalité. D'ailleurs, fin du monde, je viens de dire. Voilà un autre mot, une autre expression intéressante. On ne pourrait pas le dire, paraît-il, sans être un gourou ou un prophète. Un faux prophète. Mais enfin, si la disparition de l'essentiel de la vie sur Terre et l'effondrement du sens ne sont pas en tant que tels la fin du monde, que cela pourrait-il bien signifier? Je vous rappelle que mundus en latin, comme cosmos en grec, réfère à une harmonie, à une convenance raisonnable. Pardon, mais en ce sens, littéralement donc, Elon Musk, c'est la fin du monde. Et que dire du mot violence? Nous sommes tous et toutes contre la violence. Ça n'engage pas à grand-chose. Sauf à être mentalement dérangé, personne ne souhaite souffrir ou faire souffrir. La question est, qu'est-ce qui est le plus violent? Laisser faire une machine d'extermination massive qui détruit en quelques décennies ce que des milliards d'années d'évolution subtile avaient lentement élaboré et qui prépare la guerre et la famine pour nos enfants, ou bien s'y opposer à cette machine? C'est une question sincère que je pose, elle n'est pas rhétorique. Qu'est-ce qui est le plus violent? Je ne sais pas, mais vous admettrez tous et toutes que la première réponse n'est en tout cas pas évidente. Entamons une réflexion, soyons un peu sérieux et sortons de ces mots exhibés comme des échappatoires ou des boucliers contre la pensée. De même d'ailleurs pour le mot liberté. Ah oui, on est tous pour la liberté, là. On peut être 1000 personnes, 1200 personnes dans cette salle, se tenir par la main et chanter « Vive la liberté ». Qui est contre la liberté? On est tous pour la liberté. Mais quand on pense à la liberté de polluer et de détruire, de saccager et de jouir impunément, la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre. La question est de savoir si la méta-liberté qui consiste à pouvoir continuer de vivre n'est pas en réalité un peu plus importante. Et enfin, le mot écologie. Je pense qu'il est mal choisi. Bon, on voit ce à quoi cela réfère et on s'autorise à l'employer. Mais je pense qu'il est inconvenant pour en réalité désigner ce qui devrait être un amour de la vie. Écologie, ça réfère historiquement à l'économie de la maison. Et ce n'est pas ce dont il devrait être question. Le terme est archétypalement héritier de nos vieilles violences métaphysiques. Il pense encore dans une dichotomie de l'humain et de la nature. Et c'est là une des causes cardinales de notre incapacité à imaginer un ailleurs tout autre que celui dans lequel nous évoluons. Pensez en particulier aux travaux de Philippe Descola. Cette binarité entre nous et le grand autre, même posée avec bienveillance, parfois pour défendre ce grand autre, est scientifiquement inepte, elle ne tient pas, et axiologiquement dangereuse, c'est-à-dire non pertinente du point de vue des valeurs. Septièmement, ça ne va pas vous plaire, je vous le dis tout de suite, je le sais d'expérience, la démographie. Je crois que ça n'est pas le problème. C'est une question controversée, j'ai peut-être tort, mais je pense, je le redis, que ce n'est pas le problème. Pour la dernière fois de cet exposé, mon exemple favori, un seul Elon Musk
fait sans aucun doute beaucoup plus de dégâts que toute l'Afrique réunie. Le nombre n'est pas le problème. Notre idéologie actuelle consiste à maximiser l'impact. Ça servirait à rien d'être 2 fois moins nombreux. On utiliserait juste chacun 2 fois plus d'espace et de ressources disponibles. Le nombre n'est pas la question. Vous savez que les 1% les plus riches émettent autant de CO2 que les 50% les plus pauvres. Donc, ce n'est pas une question de nombre. Nous sommes, vous et moi, la civilisation de l'hubris, cette espèce d'excès irrassasiable. N'oubliez pas que c'est cela qui a failli mener à l'échec à Troie. C'est tout l'enseignement de l'Iliade. L'enlèvement d'Hélène, ce n'était que le prétexte. Si demain, votre conjoint ou conjointe décède, Dieu vous en préserve, allez-vous rendre à la nature les terrains dont il ou elle était éventuellement propriétaire? Certainement pas. Vous les utiliserez ou vous les louerez, vous les ferez fructifier. Nous le ferions tous, ou presque. Alors, à quoi bon être moins nombreux si ce n'est pas notre mentalité qui évolue drastiquement? Le problème de la population n'en serait un que sous postulat d'auto-limitation ou de raison, ce qui est à peu près l'exact inverse de ce qui est à l'œuvre. Et puis, vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinairement colonialiste et paternaliste dans cette question, parce que la démographie galopante, c'est avant tout celle des pays pauvres, et les pointer du doigt alors même que ce sont les seuls à n'être essentiellement pour rien dans la catastrophe écologique, c'est un peu obscène. Huitièmement, poésie. Michel-Ange exténué, j'ai taillé dans la vie, mais la beauté, Seigneur, toujours je l'ai servi. J'en dis pas plus ici, ce ne sont que quelques vers de Jean Genet. Ce que je veux simplement laisser entendre, c'est que je crois, et je le dis avec plaisir devant une assistance de scientifiques ou d'amateurs de sciences, que c'est au niveau de la poésie que se jouent les choses sérieuses. Parce qu'il s'agit alors de connaissance et de transgression des règles, d'affronter le rhizome des symboles, le cheminement vicinal des significations, l'architectonique du désir et la métastructure des possibles. Le reste, presque tout le reste, y compris ce qui m'intéresse, moi, les trous noirs, la gravité quantique, tout ça, c'est du détail. Neuvièmement, l'arrogance. Nous sommes, vous et moi, toujours, ceux et celles qui n'ont rien compris. On ne peut plus continuer à donner des leçons au monde entier. Nous sommes la civilisation la plus meurtrière de l'histoire à l'échelle de la biosphère. Ingérez-le, s'il vous plaît. On aime tellement donner des leçons. On aime tellement détester les autres. Nos prédécesseurs qui ont fait des guerres, nos ennemis qui vivent dans des... Non, nous, les Occidentaux, sommes la civilisation la plus meurtrière de l'histoire à l'échelle de la biosphère. Savez-vous quelles reliques nous laisserons sur des échelles de temps géologiques? Ce qu'une araignée géologue verra de nous dans 100 millions d'années. Non pas, bien sûr, nos cathédrales ou nos centrales nucléaires, tout cela aura été intégralement remanié, Dieu merci. Ce qui restera vraisemblablement, c'est, dans les fossiles, la vision d'un effondrement radical de la vie sans cause extérieure. Voilà l'empreinte que les humains laissent pour l'éternité. Je crois qu'il serait temps de regarder autre part, j'entends autre part qu'en Occident, et j'entends Occident au sens de Sonny Laboutancy, c'est-à-dire au sens large, y compris la Chine, si vous voulez, et d'apprendre plutôt que d'enseigner. Le monde pullule encore d'autres cultures qui ne partagent pas notre brutalité et notre suffisance. Il est aujourd'hui en particulier presque acquis, vous voyez le bel ouvrage de Graeber et Wengrove, que les humains du Paléolithique et du Néolithique furent remarquablement explorateurs. Ils ont essayé, tenté, envisagé une indicible multitude de systèmes et d'organisations. Face aux échecs, nombreux, ils rebroussaient chemin et proposaient des agencements radicalement autres. Ils recomposaient sans cesse
l'heure réelle. La singularité de notre temps ne tient pas, je crois, à l'erreur. Nous ne sommes pas les premiers à nous fourvoyer. Elle a trait à l'entêtement. Même face à la certitude de notre échec, il n'y a aucune remise en question sérieuse sur la table. Dixièmement, j'ai que 42 points. Sobriété. Alors, sobriété, c'est à la mode dès qu'il fait chaud. Mais ça pose 3 problèmes. 1. Comment est-il possible que l'exécutif comprenne cela aujourd'hui, alors même que depuis 50 ans, tout est parfaitement documenté? Il leur a fallu qu'ils le vivent dans leur corps l'été dernier. Ils l'ont d'ailleurs essentiellement oublié pendant l'hiver, et vous verrez, on n'en reparlera plus beaucoup à la rentrée. Deuxième problème avec ce concept de sobriété. Laisser entendre, je cite, que le temps de l'abondance est terminé pour les Européens, c'est quand même oublier que pour beaucoup, il n'a jamais existé. Ce qui est un peu problématique. Et troisièmement, c'est surtout suggérer qu'il va donc y avoir des efforts à faire. Et ça, c'est terrible. Ça montre notre niveau d'incompréhension, ou peut-être plutôt de pauvreté symbolique. Des efforts. Renoncer aux notifications Snap pour écouter les oiseaux, c'est un effort. Préférer les livres à Twitter/X, c'est un effort. Choisir son lieu de villégiature pour son authenticité plus que pour son Instagrammabilité, c'est un effort. Le réel est donc pour nous devenu à ce point une atrophie du virtuel. C'est littéralement, je ne le dis pas de façon métaphorique, pathologique. Oui, c'est vrai, renoncer à la cocaïne est assez difficile, je crois, je n'en ai pas fait l'expérience, dans les premiers temps. Mais sur le long terme, croyez-moi, ce n'est pas un effort, c'est un retour à la vie. 11e, ça c'est pour mes collègues, ITER. Imaginez qu'un jour, dans quelques décennies, nous jouissions d'une source d'énergie presque propre et presque illimitée. Nous serions sauvés. Alléluia. Merci les ingénieurs. Non, je ne crois pas. Je crois que ça serait en fait le pire cauchemar possible. Pourquoi? Parce que nous disposerions alors de moyens presque infinis pour parachever notre entreprise d'artificialisation méthodique du réel. Autrement dit, de transformation de cette planète en déchets. Nous n'aurions plus aucun frein pour détruire les montagnes, éradiquer les forêts, bétonner les espaces habitables et dévaster les fonds marins. Je veux vraiment insister sur ce point parce que c'est l'incompréhension centrale, me semble-t-il. Le problème, c'est notre objectif. Aujourd'hui, l'objectif, c'est l'artificialisation totale. Ce n'est pas les moyens par lesquels on y arrive. Les moyens, c'est secondaire. Nos énergies sont émettrices de CO2, c'est vrai. Mais c'est le moindre de leur mal. Leur véritable mal, c'est ce à quoi on les utilise. Et donc, si on décuple nos énergies, même en les épurant en CO2, sans que l'enjeu, l'objectif, le dessein, la téléologie de notre être au monde ne soit radicalement modifié, il est tout à fait certain qu'on amplifie la catastrophe. On ne la freine pas. Nous utilisons essentiellement notre pouvoir d'action pour détruire, tuer, mutiler, raser. C'est factuel, ce n'est pas idéologique. Davantage de moyens, même décarbonés, sans une révolution des désirs, ne signifie qu'une chose, le déploiement de ce que je nomme la nécrocène, qui est le véritable nom, en fait, de l'anthropocène, c'est-à-dire la scène de la mort. Les armes de destruction massive, même si on s'évertuait à les rendre biologiques et issues du commerce équitable, resteraient des armes de destruction massive. Ce que je dis est aussi trivial que cela. Et c'est ce que l'écologie de la transition n'a hélas pas commencé à comprendre. 12e, richesse. Un petit nombre de personnes concentrent l'essentiel des richesses mondiales. C'est évidemment abject, injustifiable, intenable. Une meilleure répartition sauverait un nombre incalculable de vies, c'est indéniable et je ne vais même pas le démontrer
Pourtant, je pense que nous en sommes tous convaincus. Mais en parallèle de cette vérité, j'aimerais rappeler une autre évidence qui, celle-là, est souvent oubliée et qui est peut-être davantage réjouissante. C'est qu'il n'y a quand même rien, absolument rien à envier dans ces mondes morts. Franchement, ils sont quand même si pauvres, ces réels de jets privés, de piscines surchauffées, de yachts et de paradis fiscaux. Rien, absolument rien de ce qui fait réellement sens. Pensez à ce que vous aimez, à la musique, à la poésie, au sourire de l'être aimé, à une discussion autour du feu avec des amis, au rire d'un enfant, aux larmes d'un artiste. Rien de tout cela ne se trouve dans ces mondes de Musk ou Bezos. Je n'ai pas pu résister, je l'ai cité encore une fois, pardon à lui. Ce serait tellement manquer d'ambition que de les jalouser. Ce serait un dessein ou un objectif littéralement régressif. Ce serait en réalité envier l'échec. L'échec misérable. Un peu comme quand certains supposent que l'Occident est le rêve de l'Afrique. Mon Dieu, c'est bien mal connaître l'âme de l'autre, c'est n'avoir pas commencé à lire Fanon. 13e, autonomie. La sphère technique a, dans une certaine mesure, pris son autonomie. Lisez Gunther Anders. Ce sont des machines qui construisent des machines, des programmes qui conçoivent des programmes, sous notre contrôle, évidemment, et avec notre intervention. Mais quelque chose se déploie en parallèle. Si, par exemple, nous demandons aux gestionnaires de scolarité, je suis enseignant, de faire preuve d'un peu d'humanité dans une situation d'injustice criante pour un de nos étudiants, la réponse la plus banale sera « J'aimerais beaucoup le faire, mais le logiciel ne veut pas ». Le monde technologique est un peu devenu un organisme vivant dont nous sommes l'hôte consentant et parfois récalcitrant. Parce que demandez à votre maman ou à votre grand-père d'acheter un billet SNCF en ligne et vous verrez le pic d'angoisse. La technique, ancienne alliée, s'est muée en parasite. Déjà pathologique, bientôt létale. De mon côté, je vois en cela un développement de type quasi cancéreux. Là encore, l'analogie est frappante. Mutation, métastase, prolifération. Mais ce qui m'importe avant tout, une fois de plus, c'est l'autonomie. Les cellules malignes vivent leur propre mécanisme de sélection. Elles échappent à l'homéostasie comme à la sénescence. Elles ont bien besoin de l'hôte, bien sûr, pour exister, mais n'en dépendent plus que marginalement jusqu'à son trépas. Ainsi, je crois, en va-t-il de nos machines. Et je nommerai cela l'hypothèse K, parce que karkinos, en grec, c'est le crabe. Et ça permet en partie de comprendre pourquoi des phénomènes qui échappent à toute rationalité humaine sont effectivement en train de se déployer. Alors, de deux choses l'une. Soit nous avons effectivement perdu le contrôle, et mon image oncologique est correcte, et alors de terribles leçons peuvent être tirées de la médecine, non seulement sur l'importance des thérapies multiples qui dépassent le traitement symptomatique. Le traitement symptomatique, c'est diminuer le CO2, mais aussi sur la nécessaire redéfinition de ce que peut être une victoire. Et ça, c'est un véritable problème philosophique. Ou alors, je me trompe, et nous avons encore une faculté d'agir, mais alors il faudrait le montrer. 14e, les leviers. Je voudrais juste mentionner l'analyse de Donella Meadows. Elle s'est astreinte à hiérarchiser les moyens d'infléchissement systémique, des plus insignifiants aux plus essentiels, en 12 niveaux distincts, tout en bas de l'échelle, sur le palier qui n'a aucune chance d'engendrer le moindre ébranlement structurel notable, les valeurs des variables, par exemple, le montant des impôts ou la hauteur des taxes, l'âge de départ à la retraite. Le malheur, c'est que c'est à ce niveau-là d'insignifiance que se déroule la quasi-totalité des débats, des engagements et des réflexions. Alors soyons clairs, je ne dis pas du tout que ça ne change rien. Le montant du SMIC ou du RSA change tout pour ceux qui en dépendent, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on devrait faire encore beaucoup plus dans la révolution à venir, et dans le sens inverse de ce qui est fait en ce moment.
Changer les valeurs n'a aucune chance de contribuer à la nécessaire révolution. Et c'est ici, pourtant, sur les valeurs, que nous concentrons presque tous nos efforts. Quand on monte dans les échelons de Meadows, on identifie la compréhension des rouages non dits du système, puis la compréhension des buts d'ailleurs également non déclarés, enfin la mise en lumière des paradigmes et leur transgression. En un mot, l'enjeu signifiant aujourd'hui ne consiste pas, et je le dis à mes collègues, à trouver de nouvelles réponses, mais à inventer de nouvelles questions, à mettre en lumière l'immensité de nos construits que nous avons confondus avec des données. Vous vous rendez compte que nous devrions prendre à bras-le-corps un immense chantier de refondation totale de notre être au monde et que pourtant, toute forme d'altérité et de différence nous effraie. Les Occidentaux sont terribles avec ça. Nous nous engluons dans nos angoisses identitaires et sécuritaires alors que tout nous enjoint à précisément effondrer nos certitudes et à revoir et questionner chaque élaboration. 15e, donc avant-dernier, la philosophie. Elle peut nous aider, bien sûr, notre belle, vieille et grande philosophie. Elle est là pour ça, faire face aux problèmes existentiels, avec sagesse et majesté, avec noblesse et autorité. Mais c'est peut-être pas si simple, parce qu'elle est malade, la vieille dame. Elle n'est pas morte, elle ne peut pas mourir, elle. Mais elle est moribonde de sa propre suffisance. Elle a inventé, notre philosophie, une merveille, un chef-d'œuvre qu'elle a nommé Logos. Un prodige qui signifie tout autant la parole que le langage, la raison que le principe, le commencement que le commandement. Et depuis 25 siècles, elle se repaît de son Logos dans un onanisme à peine caché, sans pudeur et sans retenue. Enfermée dans cette rationalité vénérée qu'elle a crue unique et omnipotente, elle n'en finit plus de se raconter sa propre histoire, notre si majestueuse philosophie. Elle a oublié, effacé, invisibilité toutes les autres modalités d'une raison humaine qui a été pourtant diaprée et protéiforme. La maths égyptienne, très antérieure au miracle grec, fut délaissée. Et l'appréhension binaire du réel devint la forme quintessentielle de la métaphysique. Si Logos est notre joyau, voyons que c'est aussi notre fléau. La philosophie n'a pas dit son dernier mot. Elle rayonne de velléité déconstructrice. Elle réécrit sa propre histoire et travaille en profondeur les disséminations manquées. C'est sa grandeur et sa dignité. Réinterroger sans relâche l'évidence et identifier les bifurcations ratées. Mais il va falloir labourer profond dans les enfouis de nos implicites et jamais la tâche n'a été si difficile. Derrida, Deleuze, Nancy nous manquent. Ces penseurs de l'intelligence, de la subtilité, de l'audace, contre la philosophie de la surenchère affirmatrice, de la glorification du déjà cru, de l'entérinement ad nauseam de l'institué. Ces penseurs qui ont donné une chance à l'intelligence du courage, de la délicatesse et de la bravoure, qui se trouvent évidemment aujourd'hui balayés par la machine impériale de la pensée réglée. Dernière page, chef. 16e, la science. Je finis par la science. Alors, désimpérialiser la science et l'habiter poétiquement, tel est le projet auquel, je crois, nous devrions nous atteler. Face à la catastrophe civilisationnelle qui s'annonce, face au cancer technologique, tenter d'orienter les savoirs vers la recherche de solutions ingénieriques relèverait du pire choix possible. Ne vous reconvertissez pas en ingénieur de la décarbonation. Si les sciences peuvent jouer un rôle salvateur, c'est tout au contraire en contribuant à un renouveau drastique des symboles et des valeurs, en réinventant le sens du monde. Sans visée apologique ni critique, il est temps, je crois, de procéder à un plaidoyer pour une science nomade, tzigane ou touareg, bohémienne de la vérité, une science poétique, humble et intransigeante, une science déviante et fière de l'être, autrement dit, profondément révolutionnaire. La science joue évidemment un rôle essentiel dans le constat du délitement.
Les espèces disparaissent, les populations s'effondrent, la pollution et la chaleur tuent, la planète devient inhospitalière. Bravo. Mais elle est incapable de choisir la direction souhaitable, incapable de choisir les valeurs signifiantes, incapable de choisir ce que nous désirons. Considérée comme un simple outil, la science ne peut que contribuer à accélérer l'effondrement en produisant, parfois à son insu, des moyens d'artificialisation toujours plus efficaces et plus redoutables. Si, au contraire, elle était enfin appréhendée pour sa capacité à subvertir les croyances et à redéfinir les fondements, elle pourrait aider à nous donner une chance. Héraclite écrivait que le monde est un enfant qui joue. Attention, aujourd'hui, le monde est un enfant qui meurt. Merci. Merci.